Et notre cher ami, notre frère, le professeur Mohammad Marandi, est ici avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci Nima. C'est toujours un plaisir d'être dans votre émission. Professeur Marandi, permettez-moi de commencer par ce que nous avons appris hier de l'ambassadeur d'Iran en Russie. Il a déclaré que la Russie avait proposé un pacte de défense entre l'Iran et d'autres pays partageant les mêmes idées, des pays opposés à l'OTAN, et que la proposition en est encore à la phase initiale de négociation. Quand on observe la manière dont l'Iran et la Russie, vous savez, modifient leur perception de ce qui se passe avec l'OTAN, et comment l'OTAN, parce que l'attaque contre l'Iran, il faut reconnaître que cette attaque contre l'Iran n'était pas seulement une attaque israélienne contre l'Iran. C'est tout l'Occident qui soutenait Israël dans cette attaque. Vous savez, le renseignement, la manière dont même pendant la guerre, lorsqu'ils ont attaqué l'Iran, ils ont essayé de condamner l'Iran au lieu de condamner Israël. C'était incroyable à voir. Et les dirigeants européens disaient qu'Israël faisait notre travail quotidien contre l'Iran. À votre avis, que se dessine-t-il entre l'Iran et la Russie, ou peut-être avec d'autres pays qui se joindraient à eux? Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, comme vous le soulignez à juste titre, il ne s'agissait pas seulement du régime israélien. C'était évidemment les États-Unis. Trump a accepté la responsabilité, même si plus tôt le conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire d'État Rubio avaient nié l'implication américaine. Trump a déclaré que les États-Unis, que lui-même, étaient derrière la guerre. Il s'agissait donc d'une opération menée par l'OTAN. Et quand je dis l'OTAN, j'inclus la Turquie, car ces installations, malheureusement, étaient utilisées. Son espace aérien a été utilisé par les États-Unis, ainsi que ses installations radars. La République d'Azerbaïdjan était profondément impliquée. Le nord de l'Irak était impliqué, même si le gouvernement central s'y opposait. Mais les États-Unis utilisaient leurs ressources dans le nord de ce pays, et le régime israélien, avec ses alliés, agissait contre l'Iran à partir de là. Quant au territoire syrien, je ne sais pas si le régime syrien y était lié, mais le territoire syrien a été utilisé. Et je ne parle pas seulement de l'espace aérien. Les monarchies du Golfe Persique, toutes les installations radars, les bases américaines là-bas, ont toutes été utilisées. C'était donc une immense coalition. Et je ne serais pas surpris que les Iraniens, les Russes et d'autres commencent à coopérer plus étroitement les uns avec les autres, en ce qui concerne une relation militaire structurelle. Je ne sais pas si l'on peut vraiment appeler cela une alliance ou non, mais je pense qu'il est important qu'en ces temps très dangereux, la majorité mondiale ait la capacité de se défendre. Les Américains se comportent de manière de plus en plus provocatrice, que ce soit au Venezuela, au Brésil ou lorsqu'ils parlent du Nigeria. Nous avons vu les États-Unis refuser de participer au G20 en Afrique du Sud, affirmant qu'un génocide y serait en cours contre la minorité blanche. Et chaque jour maintenant, à Gaza, au Liban, en Cisjordanie, le régime israélien, avec le soutien de l'Occident, massacre des gens. Aucune punition, aucune condamnation de la part de l'UE, ni des organisations européennes et américaines de défense des droits de l'homme. Tout le monde se tait, peu importe, car ce sont des Amaleks. Mais apparemment, il y a un génocide en cours en Afrique du Sud dont personne n'a connaissance. Ainsi, lorsque les États-Unis se comportent de cette manière à tous les niveaux, les pays doivent trouver un mécanisme qui les aide à se protéger. Je ne sais pas exactement ce que l'ambassadeur iranien voulait dire à propos de l'avenir des relations entre l'Iran et la Russie, ni si cela évoluera vers une forme de coopération militaire plus approfondie que celle que nous voyons aujourd'hui, ni jusqu'où cela ira. Mais en tout cas, je pense qu'il est compréhensible que de telles choses soient explorées.
that such things are being explored. En ce qui concerne la politique étrangère de l'Iran, professeur Marandi, nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères parler de la situation liée à l'accord et des négociations avec les États-Unis. Comment l'Iran perçoit-il ces négociations aujourd'hui? Si les États-Unis décident d'être honnêtes dans leurs relations avec les Iraniens, puisque le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis tentaient d'imposer leur volonté, comment voyez-vous la position actuelle des Iraniens, la politique officielle de l'Iran à l'égard des négociations avec les États-Unis? L'Iran n'a actuellement aucune raison de négocier avec les États-Unis et il n'a aucune intention de le faire. Cela ne signifie pas que l'Iran soit opposé aux négociations en tant que telles. Même lorsqu'il savait que les discussions n'aboutiraient à rien, l'Iran a finalement accepté des négociations indirectes afin de montrer à la fois à l'opinion publique iranienne et à la communauté internationale que les États-Unis manquaient de sincérité. Il l'a fait durant les semaines précédant la guerre de 12 jours imposée au peuple iranien, et il l'a également fait après la guerre, non pas avec les États-Unis, mais dans le cadre de ses négociations avec l'Agence internationale de l'énergie atomique au Caire. Et l'Iran a signé un accord avec eux parce que les Européens avaient promis que, s'ils le faisaient, ils trouveraient une solution à l'impasse nucléaire. Les Iraniens savaient que les Européens mentaient, et ils ont eu raison. C'était donc des décisions intelligentes. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien à dire, car les conditions que les États-Unis veulent imposer à l'Iran sont ridicules, et personne en Iran ne va les prendre au sérieux. La société iranienne est différente aujourd'hui de ce qu'elle était auparavant. Personne ne pense que quoi que ce soit d'utile sortira de négociations avec Trump. Les gens observent Trump au quotidien, ses diatribes, sa rage contre ses adversaires internes et externes, ses revirements et ses changements. Personne ne le prend au sérieux. Ils le considèrent comme une menace. Et c'est pourquoi, si la relation militaire iranienne avec la Russie devait encore se renforcer, il y aurait aujourd'hui beaucoup moins de résistance en Iran parmi les libéraux qu'il y en aurait eu il y a quelques mois. Les Américains et le régime israélien se sont vraiment compliqué la tâche. Ils ont uni les Iraniens d'une manière que je n'avais pas vue, comme je l'ai déjà dit dans votre émission, depuis des décennies, à cause de leur propre comportement insensé. Donc pour le moment, je ne vois aucun signe de négociation entre les deux parties, car les États-Unis formulent des exigences scandaleuses. Lorsque les États-Unis décident de ne pas entrer en guerre, la guerre se transforme simplement en une autre forme de conflit, les sanctions. Je dirais qu'en regardant l'histoire de la révolution en Iran et ce qui s'est passé par la suite, les lourdes sanctions imposées à l'Iran, ainsi que ce que l'Iran possède aujourd'hui et que les États-Unis cherchent à limiter, le programme nucléaire et le système de missiles, sont tous deux le produit de ces sanctions. Avant la révolution, l'Iran avait un régime soutenu et militarisé par l'Occident. Tout en Iran provenait de l'Occident. Mais l'Iran d'aujourd'hui est totalement indépendant de l'Occident. Ils produisent tout ce dont ils ont besoin pour se défendre. Alors, comment voyez-vous cela? Ils continuent avec ce concept de sanctions. Y a-t-il une réflexion rationnelle derrière les sanctions qu'ils continuent de préconiser? Eh bien, je pense que la logique derrière les sanctions consiste à mener une guerre sans réellement bombarder un pays. Et l'Occident est habitué à la guerre. Il bombarde des pays, il détruit des pays. Regardez Cuba. Cuba est brutalisée depuis avant ma naissance. Est-ce qu'elle représente une menace pour les États-Unis? Je veux dire,
En mettant de côté la période de la guerre froide et la crise des missiles de Cuba, Cuba a-t-elle jamais constitué une quelconque menace pour les États-Unis? Pourtant, les États-Unis sont déterminés à rendre la vie des gens là-bas aussi misérable que possible, à les laisser mourir de maladie, perdre leur emploi et voir les familles se disloquer à cause de la pauvreté. C'est l'intention des États-Unis. Ils veulent que le tissu de la société à Cuba s'effondre afin de provoquer un changement de régime et d'installer un gouvernement à leur convenance. Il en va de même aujourd'hui au Venezuela. Les sanctions contre le Venezuela ont visé les citoyens ordinaires. Je suis allé plusieurs fois au Venezuela. Ce n'est même pas comme Cuba. Ce n'est pas un pays communiste. C'est en réalité une société catholique. Je pense que 70%, peut-être 75% des Vénézuéliens sont catholiques, massivement chrétiens, presque 100% chrétiens. Donc il ne s'agit pas de communisme. Il existe un secteur privé et des quartiers très riches au Venezuela. Ce n'est donc pas une question de socialisme ou de communisme. Il ne s'agit pas d'autoritarisme, car l'autoritarisme que nous voyons dans la région du Golfe Persique, avec ses monarchies absolues, et dans l'ensemble du monde arabe, où les Américains et les Européens ont imposé des dictatures, cela ne pose aucun problème. Donc, encore une fois, cela ne peut pas être la raison de leur hostilité envers le peuple vénézuélien. Et bien sûr, la question du narcoterrorisme est absurde, comme vous l'avez évoqué dans votre émission, avec des personnes bien plus compétentes. Les problèmes des États-Unis ne viennent pas du Venezuela. Mais en tout cas, les États-Unis se montrent agressifs. Cela torture les gens. Cela détruit des vies par le biais des sanctions. Et cela a toujours été l'objectif avec l'Iran également. Il ne fait aucun doute que les sanctions ont causé de grands dommages. Ces dernières années, bien sûr, l'Iran est devenu plus capable de les contourner. Le pays a développé sa propre base industrielle, de nouvelles amitiés et alliances, et a rejoint les BRICS ainsi que l'Organisation de coopération de Shanghai. Tout cela a progressivement réduit l'impact des sanctions, mais leurs effets persistent. Tu as raison. Avant la Révolution, le Shah produisait environ 6 millions de barils de pétrole par jour. Au moment de la Révolution, environ 40% des Iraniens étaient instruits, savaient lire et écrire. En d'autres termes, il exportait ou produisait 6 millions de barils de pétrole par jour. La population était inférieure à la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais la majorité des gens savaient lire et écrire. Et la plupart de ceux qui étaient alphabétisés étaient des femmes. Mon expérience personnelle le montre. Après la Révolution, lorsque Saddam Hussein a envahi l'Iran, je suis allé sur les fronts de guerre et dans les villes proches de la frontière. Beaucoup d'entre elles étaient extrêmement pauvres. Pas d'eau courante. C'était très arriéré. Et puis, encore une fois, d'après mon expérience, même si le Shah ressemblait à ces régimes arabes du Golfe Persique, il achetait toutes sortes d'armes, mais l'Iran ne produisait rien. Les armes que nous utilisions étaient toutes importées. Peu à peu, à cause des sanctions, l'Iran a commencé à construire sa propre industrie militaire. Ainsi, les sanctions ont rendu l'Iran beaucoup plus autonome, plus technologique et plus capable de résister aux États-Unis. De plus, l'expérience de l'Iran a été transmise à la Russie. Par exemple, lorsque les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions similaires à la Russie après la guerre en Ukraine. De nombreuses délégations russes sont venues en Iran pour tirer des enseignements de l'expérience iranienne, afin de surmonter rapidement bon nombre des problèmes qui leur étaient imposés. Ainsi, le régime de sanctions crée des difficultés, mais il pousse également un pays à devenir créatif, autosuffisant, autonome et à rechercher de nouveaux partenariats. Mais surtout pour l'Occident, cela engendre une perte permanente, car des pays comme l'Iran sont repoussés si loin qu'ils ne reviendront jamais. Les États-Unis,
en antagonisant la Russie, l'Iran et d'autres de cette manière, rendent toute forme de rapprochement encore plus improbable qu'auparavant. En fin de compte, les États-Unis finissent par se marginaliser eux-mêmes. So the United States marginalizes itself. What's going on, Professor Marandi, with the concept? Que se passe-t-il, professeur Marandi, avec ce concept? Je sais que vous suivez beaucoup de ces publications sur X et vous connaissez l'atmosphère générale. Il semble que le mouvement sioniste essaie de présenter la situation en Asie occidentale, tout comme le font les soi-disant islamistes, comme une tentative de conquérir ou de remodeler tout l'Occident, comme s'ils l'attaquaient d'une certaine manière. Et voici la commentatrice britannique Melanie Phillips qui en parle. J'aimerais connaître votre point de vue sur ce qu'elle essaie de faire comprendre aux gens, Nokwing. What she's trying to picture for the people in the West. Pourquoi tout cela se produit-il? Eh bien, je pense que la cause palestinienne est absolument centrale. La cause palestinienne, comme nous le savons tous, repose sur rien d'autre que la destruction de l'État juif. Mais au-delà de cela, elle repose aussi sur le vol de l'histoire même des Juifs sur cette terre. La cause palestinienne est devenue la cause des causes en Occident, lequel, bien sûr, s'emploie à détruire ses propres valeurs fondamentales, des valeurs issues du judaïsme. Ce n'est pas une coïncidence. À mon avis, la cause palestinienne est une forme de guerre sainte, une guerre sainte islamique, et c'est un cheval de Troie pour l'islamisation de l'Occident. En adoptant le langage et l'inversion morale de la cause palestinienne, l'Occident a adhéré à un programme menant à sa propre destruction aux mains de l'islam. C'est un vœu de mort de la part de l'Occident. Et si l'on a un vœu de mort, on ne peut pas combattre un culte de la mort, ce à quoi l'Occident est confronté dans les forces de l'islam. Il ne peut pas le combattre parce qu'il ne sait plus ce qu'il est. L'Occident n'a plus la volonté de se défendre car il ne sait plus ce que cela signifie. Et dans la mesure où il n'a jamais su ce que cela signifiait, il a cherché à le détruire en se disant que l'Occident est à haïr. Oui, on comprend le ton de ce dont elle parle. Comment comprenez-vous la manière dont ils essayent de dire que l'islam nous attaque, que nous devons faire quelque chose, mais que l'État de Palestine se trouve sur le chemin qui empêche ce genre d'attaque? C'est pourquoi, disent-ils, il est nécessaire de soutenir Israël. Comment comprenez-vous cela, professeur Marandi? You know, Nima, Tu sais, Nima, lorsque le régime israélien a été contraint de quitter le Liban en l'an 2000, après 18 ans d'occupation, 18 ans d'occupation, ceux qui sont aujourd'hui impatients face à la résistance devraient se replonger dans l'histoire pour voir combien de temps il a fallu au Hezbollah pour chasser ce régime du Liban. 18 ans. Après l'an 2000, je suis allé avec un groupe d'étudiants de l'université de Téhéran. Ils étaient 9 et peut-être 5 ou 6 professeurs. Nous sommes allés à une conférence au Liban, puis nous avons aussi visité le sud du pays. Nous sommes allés dans la ville de Qiyam et nous avons visité la prison qui s'y trouve. Dans cette prison, nous avons rencontré un ancien détenu et il a dit devant nous tous, hommes et femmes, qu'ils avaient violé sa femme devant lui. he said that they raped his wife in front of him. They brought his wife to the prison. Ils ont amené sa femme à la prison et l'ont violée devant lui pour le forcer à donner des informations. Et la personne qui a commis le viol était libanaise. D'accord? Lorsque les prisonniers ont été libérés, parce que les Israéliens ont rapidement quitté le Liban et abandonné les prisons, les prisonniers sont sortis. Le martyr Sayed Hassan Nasrallah a appelé ses partisans à ne pas chercher à se venger de quiconque avait collaboré avec l'ennemi et vivait au Liban. Cet ancien prisonnier nous a dit « Je croise ce violeur de temps en temps, car il vit dans le sud. » Et bien sûr, il éprouve des sentiments profonds à propos de ce qui s'est passé. Mais il a dit « Je n'y pense même pas,
parce que c'est ce que Sayed Hassan Nasrallah voulait. Il voulait que le Liban reste calme. That's what Sayyid Hassan Nasrallah wanted because he wanted Lebanon to be calm. He wanted Lebanon to remain united. Il voulait que le Liban reste uni, stable et calme. Il voyait donc les choses dans leur ensemble. Et cette femme parle de l'islam de cette manière. L'islam dont elle parle est en réalité celui des services de renseignement qu'elle admire. Le Mossad, la CIA, les services de renseignement turcs, ceux de l'OTAN, ainsi que d'autres régimes riches en pétrole et en gaz liés aux États-Unis. C'est l'islam qu'ils produisent, l'islam takfiri, l'islam de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, l'islam que les États-Unis utilisent dans leur guerre par procuration, que ce soit en Afghanistan, en Syrie, en Libye ou ailleurs. Whether it's in Afghanistan or in Syria or in Libya or elsewhere. So, and this is something that we've been. Donc c'est quelque chose que nous voyons souvent, et cela vient des sionistes, qu'ils soient chrétiens ou juifs, qui parlent de valeurs judéo-chrétiennes, alors même que nous voyons comment en Palestine, les sionistes insultent Jésus. Pour les musulmans, en revanche, Jésus est infaillible. Il y a même une sourate dans le Saint-Coran qui porte le nom de sa mère. Nous serions prêts à nous battre pour lui. Nous avons vu comment la résistance au Liban et en Irak s'est battue pour protéger, entre autres, les chrétiens. Et d'ailleurs, lorsque j'ai visité l'Irak pendant la guerre, j'ai rencontré un commandant chrétien des forces de mobilisation populaire. Of the popular mobilization forces. In their own regions where they were Christian, they had their own. Dans leur propre région, où ils étaient chrétiens, ils disposaient de leurs propres forces. Et les gardiens de la révolution iranienne, les forces de mobilisation populaire irakiennes et l'armée irakienne collaboraient avec eux. Ainsi, tandis que l'Occident soutenait ces groupes takfiri, l'OTAN et leurs partenaires régionaux, la résistance soutenait les chrétiens. Et vous savez, j'ai récemment vu quelque chose que Tucker Carlson aurait dit à 2 reprises. Il est, à juste titre, très critique envers le régime israélien. Mais il a affirmé que ce régime n'était pas occidental, qu'il ne respectait pas les valeurs occidentales. Il a dit qu'il était oriental, asiatique, et qu'ils avaient une culpabilité de sang ou une punition collective. Ou encore que dans ces cultures, les gens naissent coupables. In those cultures, but it's the exact opposite. Mais c'est exactement le contraire. Nous n'avons ni culpabilité du sang, ni punition collective. Les gens ne naissent pas coupables. En fait, en islam, nous n'avons même pas le concept de péché originel. Ces récits créés par les sionistes visent essentiellement à maintenir les divisions entre les peuples, à entretenir l'hostilité, exactement comme ce qu'ils ont fait avec le wahhabisme dans notre région. Ces agences de renseignement liées à l'Occident, en Turquie, en Arabie Saoudite, au Qatar et ailleurs, ont utilisé le sectarisme et la haine raciale pendant des décennies pour maintenir la région divisée. Aujourd'hui, cette division s'efface, car la réalité est évidente pour quiconque garde les yeux ouverts. Seule la résistance soutient le peuple palestinien, et personne d'autre. That it is only the resistance that is supporting the Palestinian people and no one else. Now they're fearful that since Europeans. Maintenant, ils craignent que puisque les Européens et les Américains se retournent contre le régime israélien, les musulmans et les chrétiens ne se rapprochent. Alors, ils essaient de créer une profonde division entre les 2 camps et de fabriquer une forme d'animosité. Qui donc a sauvé les chrétiens en Syrie avant qu'Al-Qaïda ne prenne le pouvoir? Qui a sauvé les chrétiens en Irak? Ce n'était certainement pas les forces armées occidentales. Ce n'était certainement pas le régime israélien qui a bombardé des chrétiens à Gaza et tué des chrétiens en Cisjordanie occupée. Et d'ailleurs, pour les musulmans, le Christ est roi, et Moïse est roi. Christ is king. And Moses is king. I mean, what is extraordinary. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils parlent de valeurs judéo-chrétiennes, alors que le traitement des chrétiens en Palestine occupée est évident pour tout le monde. Mais personne ne dit rien. Même si l'Iran, enfin, je veux dire les musulmans, considèrent Moïse comme un prophète infaillible, et que Jésus, comme je l'ai déjà dit, occupe une place très élevée en islam,
On pourrait s'attendre à ce qu'il soit question de valeurs communes. Mais ces gens ont un intérêt particulier à entretenir la division. Tout comme ces dictatures riches en pétrole et en gaz ont un intérêt particulier à maintenir le sectarisme. Elles n'ont aucune légitimité. Ce sont des dictatures liées à l'Occident. Le régime sioniste, lui aussi, a un intérêt particulier dans la haine religieuse. Leur objectif est de diviser les chrétiens et les musulmans, ainsi que les juifs et les musulmans. Mais en réalité, l'Iran, qui est le centre de l'axe de la résistance, compte à la fois des juifs et des chrétiens. L'Iran a un député juif, conformément à la constitution de la République islamique d'Iran, et il a également plusieurs députés chrétiens. Il y a quelque temps, vous avez probablement entendu parler en ligne d'une station de métro iranienne nommée Sainte-Marie, la mère de Jésus, la mère du Christ. Cela n'a pas fait beaucoup de bruit ici, car pour nous, il est naturel d'avoir une telle station de métro, d'autant plus qu'elle se trouve juste à côté de la plus importante église arménienne de Téhéran. Mais pour les personnes en dehors de l'Iran, qui ont été bombardées pendant des décennies par la propagande occidentale, anti-iranienne, anti-musulmane, anti-chiite, anti-résistance, cela a été une grande surprise pour beaucoup. Mais cela ne devrait pas l'être. Pourquoi aurions-nous de l'hostilité envers les chrétiens? Nous n'avons aucune hostilité envers les juifs. Nous considérons les juifs qui se sont opposés à Israël comme des héros, et beaucoup d'entre eux se sont rendus en Iran, ont visité l'Iran. Et comme je l'ai dit, nous avons des Iraniens juifs qui, malgré les tentatives du régime israélien de les convaincre de partir, ne l'ont pas fait. Ils sont restés. En réalité, je ne veux pas transformer cela en une discussion religieuse. Mais professeur Marandi, lorsque nous parlons du mot musulman dans le Saint-Coran, il fait référence à des figures comme Ibrahim et Ismaïl, ou, comme nous disons en persan, Abraham et Ismaïl. Ils sont tous deux appelés musulmans dans le Coran. Cela montre que le concept ne consiste pas à isoler les musulmans, mais à montrer que cette communauté cherche à rassembler les autres, chrétiens, juifs, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de séparer les gens les uns des autres, mais de les relier. Tu vois, je pense que je veux établir un lien entre ce que tu dis, ce que cette femme a dit, et aussi ce que l'ancien rédacteur de discours d'Obama a déclaré récemment, que tu as sûrement vu. En gros, ce qu'elle disait, c'est que les enfants juifs à l'école voient la réalité sur leur téléphone portable, donc ils ne croient plus à nos récits. Et quelle est la solution? Supprimer la réalité, retirer les téléphones, n'est-ce pas? Cela montre deux choses, d'ailleurs. La première, c'est qu'ils admettent que les jeunes juifs, les écoliers, les regardent avec dégoût. Elle a utilisé un mot de ce genre pour décrire comment, après avoir été témoins de tous les crimes horribles qu'ils ont commis, ces enfants réagissent lorsque les adultes essayent de répéter ces mêmes récits. Cela montre que les Juifs ne pensent pas comme la femme qui écrivait pour Obama, ni comme cette femme qui qualifie cela d'une sorte de culte de la mort. Le deuxième point, c'est que ces deux femmes essaient de faire la même chose, imposer de faux récits face à la réalité. Et cela ne fonctionnera pas, car chaque jour, ils déchirent des enfants. En fait, la stupidité du régime israélien réside dans le fait qu'il viole le cessez-le-feu chaque jour, au Liban et à Gaza. Chaque jour, les gens du monde entier se rappellent que cet holocauste continue, que le régime génocidaire est toujours aussi assoiffé de sang qu'avant. Et cela empêche les gens de dormir. C'est douloureux de voir l'extermination de familles à Gaza, le meurtre de civils, et ensuite certains de ces sionistes et journalistes occidentaux qui arrivent.
Un journaliste occidental m'a parlé et m'a dit, je lui ai répondu, ils violent le cessez-le-feu tous les jours. Et le journaliste a dit, eh bien, ils affirment que ce sont des membres du Hamas et du Hezbollah. Et j'ai répondu, c'est un cessez-le-feu. Quel rapport avec quoi que ce soit? Comme si, pour eux, tuer des gens était légitime, même pendant un cessez-le-feu. Si ce sont le Hamas et le Hezbollah, alors ce n'est pas un cessez-le-feu. J'ai dû répéter cela aux journalistes. Je l'ai probablement dit 4 ou 5 fois pour que cela rentre dans sa tête dure. Mais c'est comme s'ils étaient tellement ancrés dans ces récits qu'ils ne peuvent tout simplement pas voir la réalité, ou qu'ils ne veulent pas la voir. J'ai eu un jour un étudiant qui avait beaucoup plagié, et je suis sûr que vous avez eu des exemples similaires. C'était il y a quelques années, avant qu'on puisse simplement faire une recherche sur Google et vérifier des phrases ou des choses de ce genre. J'ai découvert beaucoup de plagiat et cet étudiant est venu me voir. Je lui ai dit, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Et l'étudiant n'arrêtait pas de dire, je ne veux pas préciser s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? La personne répétait sans cesse, je ne sais pas. J'ai dit, au lieu d'assumer la responsabilité et de dire, j'ai fait une erreur, peu importe à quel point j'insistais, la réponse restait toujours, je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ces gens sont donc tellement profondément enracinés, ou bien ils ne veulent tout simplement pas être honnêtes avec eux-mêmes. Alors ils continuent de dire, mais ils bombardent le Hezbollah. Comme si pendant un cessez-le-feu, on pouvait bombarder le Hezbollah, ou pendant un cessez-le-feu, on pouvait bombarder le Hamas ou le djihad islamique. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. C'est ainsi qu'ils pensent. Cependant, ces récits ne sont plus acceptés par les jeunes. Les jeunes ont vu la réalité. On ne peut pas la leur cacher. Ils essaient maintenant d'ailleurs, en fermant TikTok et en prenant encore plus le contrôle des médias qu'avant. Mais en tout cas, les gens ont vu ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Des bébés déchirés, mis en pièces chaque jour. Des responsables du régime israélien expliquant comment ils allaient les affamer, comment ils les ont affamés et comment ils continuent de les affamer. En ce moment même, pendant que nous parlons, ils meurent de faim à Gaza. Ils ont terriblement faim. Des enfants ramassent des ordures et les mangent parce que la nourriture n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le cessez-le-feu est violé. Ils ne se contentent pas de tuer des gens. Ils empêchent la nourriture et le matériel d'entrer parce qu'ils veulent que les enfants continuent de mourir. Ils veulent exterminer le peuple palestinien. Et les journalistes occidentaux, les médias occidentaux ne disent rien à ce sujet parce qu'ils s'en moquent. Les employés de la BBC sont des sténographes. CNN, pareil. Le New York Times, The Guardian, tous les mêmes. Ils n'ont ni dignité ni honneur. Sinon, ils crieraient au meurtre jour et nuit. Mais si quelque chose se passe en Iran, si quelqu'un se fait tabasser, si quelqu'un est, je ne sais pas, arrêté, il y a seulement quelques jours, ils ont encore condamné l'Iran pour des violations des droits de l'homme. Vraiment? Vous êtes en train de commettre un génocide à Gaza. Vous aidez le régime israélien à en commettre un. Et c'est l'Iran, le violateur des droits de l'homme. Ils n'ont ni dignité ni honneur, tout comme les gouvernements n'ont ni dignité ni honneur. Mais les gens se sont réveillés. Les jeunes juifs, cette femme admet que les jeunes juifs n'acceptent plus leur récit. Et donc sa solution, c'est de leur confisquer leur téléphone portable jusqu'à leur dernière année de lycée. Eh bien, bonne chance avec ça. Puisque vous l'avez mentionné, professeur Marandi, les attaques contre le Hezbollah et le Hamas, nous avons appris que le Hezbollah a confirmé l'assassinat de son chef d'état-major par Israël. Haïssam Ali al-Tabatabai, c'est son nom. Et professeur Marandi, chaque fois que je vois ce genre d'assassinat, que ce soit en Iran,
ou maintenant avec le Hezbollah et le Hamas, cela montre que les Israéliens sont dans une sorte de situation de désespoir. Ils ne savent pas quoi faire d'autre que d'assassiner des gens, simplement parce qu'ils le peuvent. Quelle est votre analyse de la situation au Liban? Les gens sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement. Ils veulent que le gouvernement libanais prenne position, qu'il condamne au moins ce qui se passe ou qu'il agisse, ce qui est bien plus important pour l'avenir du Liban. Comment voyez-vous la situation entre le Liban et Israël? Eh bien, le premier ministre du Liban a été imposé au peuple libanais par les Américains juste après la guerre. C'était à une époque où le Hezbollah comptait de nombreux martyrs et commençait tout juste à se regrouper que les États-Unis ont exercé cette pression. Et bien sûr, les Saoudiens collaboraient avec les Américains, insistant fortement pour que le Hezbollah soit désarmé, laissant essentiellement le peuple libanais sans aucune protection. Jusqu'à présent, le Hezbollah a fait preuve d'une grande retenue, et la raison en est qu'il a accordé à ce gouvernement, qui n'est pas soutenu par la majorité, car lors des élections locales, le Hezbollah a remporté la victoire, et cela figure dans les résultats, un certain espace. De plus, les sondages réalisés par des Occidentaux indiquent qu'une forte majorité de Libanais soutient le droit du Hezbollah à porter des armes. Mais le Hezbollah a fait des sacrifices. Il a donné de nombreux martyrs au fil des années, car chaque jour, les Israéliens tuent des citoyens libanais, ainsi que des membres du Hezbollah. Cela montre au peuple libanais que le gouvernement n'est pas sérieux dans la défense de sa population. Les forces armées ne défendent pas le pays. Elles n'achètent même pas d'armes anti-drones pour protéger la population contre les drones. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un gouvernement fantoche, d'un régime sous contrôle des États-Unis. Les Américains ne veulent pas que le Liban soit capable de se défendre. Tout comme les États-Unis ne veulent pas que l'Irak soit capable de défendre son espace aérien. L'Irak a beaucoup d'argent, mais les Américains ne lui permettent pas de se défendre. En ce moment, les États-Unis essaient d'imposer leur volonté au peuple irakien par des menaces, en tentant d'installer un gouvernement que le peuple ne veut pas. Les résultats des élections ont été très mauvais pour l'Occident, et pour les États-Unis en particulier, tandis que les amis de l'Iran ont très bien réussi. Ainsi, les États-Unis ne se soucient pas de la démocratie. Ils ne se soucient pas de la volonté de la majorité, que ce soit en Irak, au Liban ou en Palestine. La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU était honteuse. Elle n'avait le soutien d'aucun des groupes palestiniens. Seuls les geôliers de Netanyahou et de l'autorité palestinienne l'ont approuvé. Et malheureusement, ces régimes régionaux, dont les dirigeants ont pris part au fiasco du Caire, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, l'ont soutenu. Et bien sûr, je pense que les Russes et les Chinois auraient dû y opposer leur veto. Mais lorsque la Turquie, l'Égypte, la Jordanie et tous les autres soutiennent cette résolution honteuse, comment peut-on s'attendre à ce que d'autres pays s'y opposent? En tout cas, je pense que le régime israélien est de plus en plus en difficulté. Les assassinats sont très douloureux à entendre et à voir, que ce soit à Gaza, au Liban ou les meurtres en Cisjordanie. Mais comme je l'ai dit, le régime israélien décline très rapidement. C'est détesté dans le monde entier. S'ils étaient intelligents, ils accepteraient un cessez-le-feu et mettraient fin aux tueries, puis essaieraient, grâce à la Hasbara et à leur propagande, de reconstruire leur image. Ce n'est pas possible. Mais au moins, essayez de redorer un peu leur image après toute cette dévastation. Mais ils sont trop insensés, trop assoiffés de sang, trop racistes pour pouvoir réfléchir. Vous savez, certaines personnes disent, c'est l'un des stéréotypes, bien sûr, que les sionistes sont très intelligents. Ils se sont montrés très stupides.
Ils bénéficiaient d'un large soutien en Occident il y a 2 ans, grâce à leur machine de propagande, grâce au pouvoir qu'ils détenaient. Maintenant, ils sont méprisés, malgré le fait qu'ils contrôlent encore les médias et les réseaux sociaux. Donc s'ils étaient intelligents, ils reconsidéreraient les choses, mais ils ne le peuvent pas. Netanyahou ne le peut pas, son régime ne le peut pas, la société israélienne dans son ensemble ne le peut pas, parce que c'est ainsi qu'ils sont. Ils voient les autres comme Amalek, comme des sous-humains, comme dignes d'être tués. Alors ils aiment continuer à tuer. Ils continuent de voler toujours plus de terres en Cisjordanie chaque jour. Ils tuent des enfants en Cisjordanie. Depuis le 7 octobre 2023, Nima, plus de 1000 Palestiniens ont été assassinés en Cisjordanie. Plus de 1000 ont été assassinés en Cisjordanie. C'est incroyable. Bien plus d'un par jour est tué. Et parmi eux, je veux dire, les soldats ne sont jamais punis. Mais dans, je crois, 20 ou 30 cas, des colons ont tué des Palestiniens. Et rien ne leur est arrivé non plus. Voici le régime auquel nous sommes confrontés. Mais ce comportement aujourd'hui, parce que tant de gens à travers le monde le méprisent, fait que chaque fois qu'ils commettent un crime, au Liban, à Gaza, en Cisjordanie, contre l'Iran, l'information se répand. Les réseaux non officiels, les jeunes du monde entier diffusent la nouvelle. Ce n'est donc pas bon pour le régime. Ils peuvent célébrer, et ils le font, sur leur chaîne Telegram. Vous savez, ils montrent des images de bobos morts. Rien, ils atténuent. Ils montrent voir la réalité. C'est une métaphore catastrophique. Looking at the history of Hezbollah, we know they En regardant l'histoire du Hezbollah, nous savons que l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah a été un événement énorme, vraiment énorme. Vous savez, cela a causé beaucoup de problèmes au sein du Liban et pour le Hezbollah lui-même. Mais si l'on considère l'histoire de ce genre d'attitude, aller assassiner des gens, pensez-vous qu'il puisse faire quelque chose de plus grand que cela? Parce que je ne le vois pas. En ce moment, on parle du Hezbollah, qui reconstruit son armée, se réarme, devient plus fort jour après jour. Alors, quel est le but de l'assassinat? Littéralement tuer des gens à cause de leur position. Nous savons que le Hezbollah est une force politique et militaire majeure au Liban. On ne peut pas retirer le Hezbollah du Liban en assassinant des gens. On ne peut pas réduire sa puissance militaire par ce genre d'attaque. Comment voyez-vous l'ensemble de la situation dans ce contexte? Et comment percevez-vous l'état actuel du pouvoir militaire et politique du Hezbollah au Liban? Le Hezbollah a redéfini sa structure militaire et se prépare à des guerres de haute technologie. Le régime israélien a mené des attaques massives contre le Liban, mais il n'a pas réussi à s'y implanter. Ce n'est qu'après le cessez-le-feu qu'il a pris une partie de ce territoire, car le gouvernement libanais était soit incompétent, soit peu disposé à protéger les frontières. Depuis, le Hezbollah étudie la guerre. Il analyse les capacités et les faiblesses du régime israélien, observe ce qui s'est passé à Gaza et lors de la guerre de 12 jours avec l'Iran. Il se reconstruit et crée un nouveau type de capacité. Il est très facile pour le Hezbollah d'obtenir les armes dont il a besoin pour mener cette guerre. La situation en Syrie, Nima, est horrible. Il n'y a aucune sécurité. Le pays s'est effondré. Au cours des dernières années du président Assad, sa coopération avec la résistance, comme vous le savez, s'est détériorée et il devenait de plus en plus difficile d'obtenir un soutien pour la résistance. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, car le pays est contrôlé par des gangsters, des mafieux, des voyous et des barons de la drogue. Chaque quartier est sous le contrôle de quelqu'un. Il n'y a plus vraiment de gouvernement central, ce qui est triste, déchirant, en vérité. Cependant, cela a rendu le transfert de tout ce dont le Hezbollah a besoin beaucoup moins coûteux et plus simple qu'auparavant.
Leurs capacités sont donc bien présentes. Ils se préparent, et ils se sont déjà préparés. Après la guerre, nous avons tous vu comment les gens se sont rendus aux funérailles de Sayed Hassan Nasrallah. Ils étaient des millions. J'y étais. Et puis tu as vu les avions de chasse israéliens survoler le stade 2 fois pour intimider les gens. Les gens venaient d'être bombardés pendant des mois, mais ils n'ont pas bougé. Ils ont tenu bon. Alors maintenant, après avoir réparé et amélioré leur équipement militaire, obtenu de nouveaux matériels et développé de nouvelles capacités technologiques de pointe, la situation va être bien pire pour le régime israélien, Nima. Et le point important, c'est que le régime israélien est désormais méprisé. Chaque jour, il mène ses assassinats, ses meurtres à Gaza et en Cisjordanie, et cela se propage dans le monde entier. Les gens font savoir aux autres que ce régime ne met pas fin au massacre. Les gouvernements occidentaux n'en disent rien, car ils font partie de ce génocide et de ces attaques génocidaires. Donc, les choses ne vont pas bien pour le régime, même si je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas de guerre. Je n'en sais rien. Parce que Netanyahou cherche toujours l'escalade. C'est pour cela qu'il bombarde chaque jour. Regardez le nombre de personnes qui ont été tuées la semaine dernière à Gaza et au Liban. Rappelez-vous, ils ont aussi bombardé un camp de réfugiés dans le sud du Liban et ils ont commis un massacre de masse à Gaza. Le génocide continue, vous savez. Les gens du monde entier le voient et je ne pense pas que dans l'état actuel des choses, la situation s'améliorera pour le régime. Cela ne fera qu'empirer les choses. Comme je l'ai déjà dit, je ne dis pas qu'Israël va s'effondrer demain, mais son image a été complètement démolie et cela aura des conséquences. Et une dernière chose, Nima, et désolé d'avoir parlé si longtemps. Il se passe beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui. L'Occident s'épuise. La guerre en Ukraine arrive enfin à la conclusion que nous savions tous inévitable. Certains avaient prédit que cela se produirait plus tôt, d'autres plus tard, mais cela arrive enfin. L'Occident est vulnérable. Il a montré sa faiblesse. Il s'épuise dans ses multiples guerres, guerres sales, guerres commerciales, et cela rendra la situation plus difficile pour le régime israélien à l'avenir. Plus l'Occident reste empêtré dans des conflits à travers le monde, plus il s'affaiblit. Ainsi, le temps ne joue pas en faveur du régime israélien, quelle que soit la manière dont on le considère. Ils peuvent tuer, oui, c'est douloureux. Ils peuvent gagner un peu de territoire pour l'instant. Mais souvenez-vous, comme je l'ai dit plus tôt, le Liban a été occupé pendant 18 ans avant d'être finalement libéré. Et le régime israélien d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'alors, qui bénéficiait d'un soutien total en Occident et auprès du public occidental. Les opinions étaient très différentes de celles d'aujourd'hui, et les partisans de la résistance au Liban à cette époque étaient bien plus faibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ce que nous avons appris du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, c'est que, le 6e jour de la guerre entre l'Iran et Israël, la vice-présidente des États-Unis a contacté des responsables iraniens pour tenter de trouver une forme de solution. Quelle est la position officielle du gouvernement iranien concernant la guerre entre l'Iran et Israël? La Chine et la manière dont les États-Unis ont essayé, vous savez, d'intervenir et de construire en quelque sorte un pont, de trouver une solution pour mettre fin au conflit, à la guerre entre les deux. Quand on regarde les États-Unis aujourd'hui, qui détient réellement la voix officielle au sein du gouvernement, de l'administration, parce qu'à chaque fois que Donald Trump s'exprime
et dit quelque chose de différent, personne ne peut vraiment croire à ce qu'il raconte. Mais pensez-vous que le vice-président des États-Unis ait été d'une certaine façon plus rationnel dans la manière dont il s'adressait aux Iraniens? Quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé dans ce cas? Le régime israélien et le régime Trump sont très étroitement coordonnés. Et le vice-président, quoi que son cœur puisse lui dire « je n'en sais rien ». Certains disent qu'il est un peu différent, et vous avez entendu tout cela. Son parcours, son arrière-plan religieux, qui sont ses amis, et ainsi de suite. Mais il ne fera rien que Trump ne veuille pas qu'il fasse. La raison pour laquelle ils ont commencé à communiquer ou à essayer de communiquer indirectement avec l'Iran, c'est que la situation avait déjà changé. Le premier jour, bien sûr, ce fut un blitzkrieg israélien. Puis disons, au 4e jour, la situation s'était inversée et l'Iran avait pris l'avantage. Et au 8e jour, l'Iran ne tirait même plus tant de missiles que ça. Ils passaient tous parce que l'Iran savait que les Israéliens avaient déjà épuisé la majeure partie de leur défense et que les Américains avaient utilisé la plupart de leurs capacités défensives. Les Iraniens avaient également identifié leurs points faibles, si bien qu'ils n'avaient plus besoin de tirer beaucoup de missiles. Entre le 4e et le 8e jour, à peu près, la situation s'est inversée, et du 8e au 12e jour, c'est l'Iran qui frappait le régime israélien. Beaucoup des frappes israéliennes en Iran n'avaient pas beaucoup d'effet, car elles touchaient des bâtiments déjà évacués. L'Iran avait vidé de nombreux endroits et les sites bombardés au cours des 3 ou 4 derniers jours. Je ne dis pas que cela n'avait aucun effet, mais l'impact diminuait. Pendant ce temps, les missiles iraniens frappaient très fort. Ils essayaient donc d'obtenir le Warmth, parce que ce n'était pas une guerre israélienne. C'était une guerre américano-israélienne. Et Israël est en réalité les États-Unis, du moins en ce qui concerne le régime politique. Nous savons maintenant que Marco Rubio mentait lorsqu'il disait que les États-Unis n'avaient rien à voir avec cela, car Trump, récemment et fièrement, en a pris la responsabilité, ce qui pourrait avoir des répercussions juridiques à l'avenir. Mais cela mis à part, l'Iran savait dès le début que les États-Unis en faisaient partie. La seule raison pour laquelle les États-Unis ont contacté l'Iran après quelques jours, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une situation difficile. C'est la seule raison. Et la prochaine fois, ce sera bien pire. Bien pire. Les Iraniens se préparent rapidement, et le régime israélien va découvrir, s'il attaque à nouveau l'Iran, que les missiles iraniens sont bien plus dévastateurs et meurtriers qu'ils ne le pensaient. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Ce fut un honneur, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité.